Excellencies, heads of delegations, honorable ministers, distinguished ladies and gentlemen, welcome to the second high-level presidential panel on day one of the Dakar 2 Feed Africa Summit here at Senegal's beautiful conference center here in Diamniadio, under the chairmanship of His Excellency President Macky Sall, President of the Republic of Senegal, and Chairman of the African Union, in conjunction with the African Development Bank Group and President Akinwumi Adesina. My name is Victor Oladokun, and as always, it's a wonderful honor to moderate this segment of the program. Earlier today, we did hear very robust conversations from 10 African heads of states as they shared their experiences, their challenges, their successes, and their breakthroughs, as well as developments in the field of agriculture. Once again, we have another stellar panel who will speak extemporaneously from their heart about their country's ambitions to achieve zero hunger and turn agriculture and agribusiness into significant wealth-creating sectors. For reasons of time, our presidential panelists will be limited to 3 minutes, 3-minute presentations during our Q&A session. There will be a clock right in front of your excellencies, so we would appreciate, in the interest of time, if you would limit your presentations to the allotted time. Without further ado, please join me in welcoming to the stage His Excellency Faston Archange Touadéra, President of the Central African Republic. Please give him a warm round of applause. Thank you, Excellency. Also join me in welcoming His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo, DRC. Our next presidential panelist is His Excellency Umaro Sissoko Embalo, President of the Democratic Republic of Guinea-Bissau. Please join me in also welcoming to the platform His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi. His Excellency Aziz Akanouche, Head of the Government of the Kingdom of Morocco, will follow next. Her Excellency Rose Christiane Osuka Raponda, Vice President of the Gabonese Republic. Thank you, Excellency. His Excellency Bien Rifi Thamidi, Prime Minister of the Union of Comoros. His Excellency Fistum Assefa, Minister of Economic Planning of Ethiopia. And there seems to be a faux pas here. I do know that President Inyusi came in a little bit later, and I do apologize. We would like to give a very, very warm Dakar welcome to His Excellency Philip Inyusi, President of the Republic of Mozambique. Excellency, again, I do apologize. There is a saying, Excellencies, that the last shall be first, so I'm going to start with President Inyusi.
I'll let you get set, and then we will kickstart with you. And I should have invited you to the platform much earlier. Once again, kindly forgive the faux pas there. I'm just curious, President Nyusi, your economy is pretty well diversified. You've done significant work in the area of gas, but agriculture is also another growing sector in your economy. What practical policies do you intend to put in place to attract private sector investments in the way that you have with other sectors? Muito obrigado. Bom, primeiro quero agradecer a hospitalidade do país. A pergunta é pertinente, é real, gás sim, grafite sim, ouro sim, mas a nossa ocupação tradicional como um povo é a agricultura, é a pesca, também a pecuária. A pergunta está correta e direta. Nós estamos a estimular os investimentos em Moçambique, investimentos privados, mas entenda-se também que a agricultura em Moçambique não é feita, 90% é feita na zona rural pelos camponeses. Portanto, consideramos esses também como privados, para além dos megaprojetos. Entenda-se também que os investimentos vão para a agricultura de consumo, este caso concreto de comida, mas também vai para de rendimento. Nós em Moçambique, para além da legislação que está a ser reformulada para beneficiar o privado, para além da terra que está a ser entregue ao cidadão, ao camponês, ao produtor, com o seu direito de uso e documento que precisa de ter, sobretudo as mulheres, estamos também a elaborar, há bocado nós no ano passado, apresentamos um pacote de medidas para a promoção da economia. Neste caso concreto, a agricultura. Por exemplo, nós isentamos o IVA para a importação de todos os insumos e maquinaria para a agricultura. Nós também, o imposto para a pessoa coletiva foi também reduzido para a área da agricultura e da pesca de 32% para 10%, incluindo também os investimentos na área da agricultura, ou os investidores na área da agricultura estão a ter umas vantagens em Moçambique, porque eles, quando estão em Moçambique, a partir do montante, a sua entrada, a sua permanência não é exigida que tenha documentos burocratizados. Relativamente aos produtores privados, camponeses, esses aqui estamos a fazer uma política de promoção e promover a agricultura através de um projeto agora que nós chamamos Sustenta, um projeto com muito sucesso, integrado, inclusivo, onde os camponeses ou agricultores de pequeno porte estão a receber os equipamentos, estamos a financiá-los e eles fazem o retorno desse equipamento, produzem, mas mesmo esses, com este equipamento, eles replicam para os outros, por exemplo, 1 para 40, 40 para 100. E estamos a investir na investigação, na extensão, e isso tem estado a permitir, por exemplo, agora, um hectare que nós produzíamos o arroz 1,3 toneladas, estamos a produzir, por exemplo, 4,8 toneladas, soja que produzíamos 1,3, já se produz 2,9, o que significa que as medidas de promoção da extensão que estamos a investir para a área está a promover a própria economia. Portanto, dizer que as medidas de legislação, a lei, a estratégia, as políticas, sim, para desburocratizar o processo, mas, sobretudo, a facilitação do setor agrícola. Thank you very much, President Nyusi. Excellent news there about the doubling of productivity given your interventions. And I wish you continued good success with all that you do. Our next question is to His Excellency Faustin Archange Touadera, President of the Central African Republic.
The access to farmers, the access by farmers to quality farm inputs has been a central theme of this summit so far. We understand that it is a major challenge and a determinant for food supply, particularly at a rural, community, and even national levels. So the question is, how is your government supporting access to farm inputs by smallholder farmers? Merci de cette question qui est une question de fond pour notre pays, mais il faudrait le situer dans son contexte. Et ce matin, on a écouté que, en fait, les potentialités ne sont pas forcément traduites en action, en richesse. C'est le cas de la République centrafricaine, qui est un pays avec à peu près 15 millions d'hectares de terres arables et avec une bonne pluviométrie, mais malheureusement n'atteint pas, où il y a des difficultés, des vulnérabilités d'une bonne partie de sa population due au fait à la dernière crise que nous avons connue. Alors, notre objectif, c'est de faire en sorte d'augmenter notre production pour réduire la vulnérabilité d'une bonne partie de nos populations qui ont souffert du dernier conflit. Nous comptons à peu près 2 millions de nos habitants qui sont dans cette vulnérabilité. Alors pour cela, il faudrait augmenter notre surface, notre superficie de terres mises en exploitation, de l'ordre de 6 millions d'hectares. Et comme le pays ne compte pas beaucoup d'exploitants ou dans le domaine agricole ou d'exploitants industriels, c'est plutôt les petits exploitants sur lesquels nous devions nous focaliser pour augmenter cette superficie et augmenter notre production. Donc, des actions devraient être entreprises en direction de cette tranche de nos agriculteurs. Et pour ça, nous avons donc, nous les exonérons des taxes sur les intrants, sur le petit matériel agricole et aussi sur les pesticides. Parce que le secteur, par exemple, du coton est très très important, cette filière, pour nos populations, parce que, en fait, nous avons développé un programme DDR, mais dans le domaine de l'agriculture, le coton est considéré comme le DDR au niveau de l'agriculture. Parce que si on pratique ceux qui exploitent le coton, en dessous, ils font du vivrier. Alors, une bonne production dans le domaine du coton va permettre également justement d'augmenter la production vivrière. Alors, dans ce sens, nous avons, le gouvernement a préconisé donc la gratuité de financement ou des gratuités pour les engrais ou les pesticides dans le domaine, pour les petits exploitants dans le domaine du coton. Et il y a également aussi nos pratiques traditionnelles qui ne donnent pas de bons rendements. Et il nous faut donc un encadrement de nos petits exploitants par la formation et aussi des jeunes que nous mettons dans des formations, par exemple la jeunesse pionnière nationale, qui forme des jeunes exploitants en leur donnant des connaissances pour leur permettre justement d'améliorer leurs pratiques. Et évidemment aussi, le gouvernement s'est doté de tracteurs pour permettre à ces petits exploitants d'augmenter, d'ouvrir de nouvelles parcelles en augmentant leurs parcelles d'exploitation, permettant de... Alors autant de ces actions-là permettent aujourd'hui de mettre ces petits exploitants en situation d'améliorer leur production. Et alors sur le foncier aussi, le gouvernement a pris des dispositions pour permettre d'avoir un texte, de nouveaux textes, pour que ces petits exploitants puissent disposer des parcelles à eux-mêmes sur lesquelles toute la famille peut vraiment fonder leur richesse. Et bien entendu, exploiter ces ressources, ils ont besoin des moyens.
Alors, nous avons mis en place un dispositif avec les banques de la place pour qu'il y ait des fonds de garantie pour leur permettre justement d'acquérir des moyens pour financer ou se mettre en coopérative avec les autres. Et donc, en coopérative, c'est structuré par le gouvernement. Donc, autant de mesures qui sont en direction de ces petits exploitants. Et nous voyons que dans un avenir proche, je crois qu'ils passeront justement, ils augmenteront donc leurs parcelles que nous estimons dans quelques années à 6 millions d'hectares mis en exploitation. Thank you very much, Your Excellency, again for reminding us that value has to be added to potential, and you're doing that through land grants and extension services for youth, including mechanization and the increased exploitation of land, and also through tax reliefs. Thank you very much, Your Excellency. We'll come next to His Excellency Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of the Congo. One of the most naturally endowed countries in the world is the DRC. Its farmers and its farms are a dream come true. Agriculture and agribusiness are multi-sector enterprises that actually involve various ministries: transportation, finance, agriculture, power, trade, IT, as well as the banking and private sectors. So the question to you, Your Excellency, is what role will your country's Presidential Agricultural Delivery Council play to ensure that these sectors come together to deliver on food and on the agricultural compact and add enhanced value to the great potential that the DRC has? Over to you, Your Excellency. Merci. Alors, avant toute chose, permettez-moi de remercier et de féliciter notre frère, le président Macky Sall, et également notre frère, le président Akinoumi Adesina, pour cette initiative, une initiative inédite qui met les chefs d'État en face des bailleurs de fonds et autres associations pour parler des problèmes de la lutte contre la faim. Ici, je veux dire très vite d'entrée de jeu que lorsque j'arrive au pouvoir en 2019, je choisis de diversifier notre économie en pointant deux secteurs, l'agriculture et le numérique. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement, notre économie dépend beaucoup des mines, et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays, et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, « La revanche du sol sur le sous-sol », pour sortir un peu de nos malheurs, parce que le sol a beaucoup de choses, et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité
et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145 territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. Et ici, le but est de doter chaque territoire d'une brigade agricole. Et c'est à ce moment-là que ces moniteurs iront auprès des paysans pour les aider à maximiser leur travail et leur profit. Évidemment, nous mettons l'accent sur la jeunesse en développant des agences d'appui ou de garantie pour l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que ces deux catégories de la population sont accompagnées. Évidemment, nous avons encore besoin de plus de moyens, mais les budgets qui sont là aujourd'hui sont nos fonds propres. Nous travaillons avec nos propres fonds. Nous avons réussi à doubler le budget, en une année, le budget du ministère de l'Agriculture, et même le budget global du pays, là, nous l'avons quadruplé. Donc ça veut dire que nous sommes en train d'avancer petit à petit. Le Congo est en marche, il est en train de se lever, mais nous avons besoin d'accompagnement pour d'abord avoir la paix et la stabilité qui nous permettra davantage faire d'autres choses, mais également nous avons un besoin en énergie, eau, électricité, parce que vous savez très bien, sans électricité, on ne peut pas développer des industries. Et à propos d'industrie d'ailleurs, nous avons identifié 8 sites à travers le pays où nous avons déjà développé 3 zones agro-industrielles. Donc voilà globalement ce qui est fait en République démocratique du Congo. Je vous remercie en tout cas de nous avoir permis d'en parler et de faire face à d'éventuels bailleurs de fonds qui pourraient nous accompagner dans notre aventure. Voilà, je vous remercie. Thank you very much, President Tshisekedi. Reduced import of wheat through the use of high-quality cassava flour in bread. You seem to be following Dr. Adesina's trail in Nigeria, where he actually made breakthroughs in that regard, and that has become a fait accompli today in the production and the eating of bread in the country. It's also exciting to see that you've not just waited for the Agricultural Delivery Council Delivery Compact, or rather the Agricultural Delivery Compact to take hold. You've set up a development plan of 145 rural areas in the DRC with an agricultural brigade. That's the very first time I've heard about that, so I do want to say congratulations also on the increased budget support in agriculture as well as the takeoff of the SAPZs. Fantastic plans, Your Excellency. Thank you very much. I'm going to come next to His Excellency Umaro Sissoco Embalo, the President of the Republic of Guinea-Bissau. Now, the vast majority of Africa's farming is by millions, again, of smallholder farmers, and the fact of the matter is that they do face a very systemic lack of access to support and to inputs. Again, another recurring theme here at the summit. So what policies, Your Excellency, do you intend to put in place to enable your country's smallholder farmers gain access to what is much needed in order to bring about zero hunger? Over to you, Your Excellency. Muito obrigado. Antes de começar, queria dirigir os meus agradecimentos ao presidente irmão Macky Sall e o meu dear brother, Dr. Aki, pela invitação que nos fez. Guiné-Bissau é um país que eu digo meramente agrícola e nós temos uma política agrária desde a nossa independência porque, de facto,
a nossa terra é muito fértil. E o governo sempre participa, não é? Aqui são de alfaias agrícolas, insumos agrícolas, para que os nossos agricultores possam cultivar. E não só. Temos também pequenas unidades das mulheres que cultivam, por exemplo, alface, tomate, em abundância. E nas zonas rurais cultivamos em abundância o arroz e que nos pode até permitir consumir aquilo que nós produzimos. É verdade que temos grandes dificuldades que são de alfaias agrícolas. Como sabem que a Guiné-Bissau é um país que é limitado, né, em termos da economia. Mas com o apoio da comunidade internacional, nomeadamente Banco Africano de Desenvolvimento, este ano nós estamos a fazer uma política agrícola e agrária muito intensa. É uma das políticas que eu pessoalmente estou a defender e o governo também que me acompanha. E penso até em 2025 já estaremos em capacidade de aumentar a nossa produção e produtividade, sobretudo arroz, que nós consumimos bastante na Guiné-Bissau, e manioca, nhame e a batata doce. E nós temos já essa capacidade para podermos exportar. E já o fizemos no passado, há 3 anos, antes de chegar ainda como Presidente da República, com o Presidente José Mauro Vaz, nós começamos a exportação de batata doce para o Senegal, onde se consome mais. Entretanto, penso que essa política que nós estamos a fazer em relação à agricultura, com o solo muito fértil, é só termos um bocado de apoio da Dicina, que pensamos que é importante para podermos tornar a Guiné-Bissau um país meramente agrícola. Muito obrigado. Thank you very much, Your Excellency. Thank you very much, Your Excellency. We'll take our next question, and actually I don't want to move away from this issue of smallholder farmers and access to inputs, because again, like we said, it's a common and it is a recurring theme, and this is an opportunity for us to again gain insights into some of the best practices that you're implementing in your respective nations. So again, I'd like to ask the same question of His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, with regards to the ability of farmers to access quality farm inputs. Again, what is your government doing to not only enhance that, but bring productivity to scale in your country? Kindly share what it is that you're doing. Merci beaucoup. D'abord, c'est une occasion pour féliciter M. Macky Sall et M. Adesina qui ont pris l'initiative de nous inviter pour partager notre expérience sur le développement du secteur agricole. Alors, pour moi, c'est une occasion aussi d'affirmer une fois de plus que le combat contre la faim, le combat contre la pauvreté, c'est un combat noble et qui est facile à gagner si nous sommes déterminés et si nous sommes ensemble. Je le dis sur base de l'expérience burundaise, un pays qui a connu des crises dans l'histoire, qui a commencé à s'organiser depuis 2005, et depuis 2020, on a entamé une campagne baptisée « Chaque bouche doit avoir à manger, chaque poche doit avoir de l'argent ». C'est un combat alors. Alors pour mener ce combat, ça fait déjà 2 ans. J'ai trouvé qu'il faut d'abord organiser les troupes. Il faut organiser le terrain pour l'occuper. Il faut chercher des munitions. Il faut une stratégie. Alors, depuis 2 ans, j'ai déjà vu des résultats positifs par rapport aux indicateurs auxquels nous faisons face. Parce que j'ai vu un jour les paysans dire, baptiser quelques produits agricoles, problème. Ils ont produit beaucoup, ils ont manqué le marché, ils ont appelé par exemple la patate douce, problème.
J'ai vu les paysans produire plus de maïs et ils ont réclamé, ils ont dit, vous nous avez mobilisés pour le développement agricole et maintenant, vous devez nous montrer le marché. Donc, tout cela sont des résultats. Alors, d'abord, organiser ces troupes. Je les ai organisées dans des groupements coopératifs et je les appelle des bataillons de production agricole. Et les encadrés, les fonctionnaires qui dirigent sont des officiers commandants des troupes. Alors aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai des bataillons de combat contre la faim, contre la pauvreté, et ils ont des commandants, et ce sont des troupes. Alors, le terrain, il faut un environnement, il faut préparer le terrain, il faut parler des intrants agricoles. Les intrants agricoles sont appelés des munitions. Les semences sélectionnées sont des munitions. Les engrais sont des munitions. Les biopesticides que nous venons maintenant de découvrir, nous avons découvert 8 sortes de biopesticides. Ce sont des munitions. Alors, quand vous avez des munitions, il faut des stratégies de combat. Et les stratégies de combat, effectivement, c'est faire une tiraillère contre la faim, contre la pauvreté. Vous verrez chez nous les coopératives qui s'alignent. Il y a les coopératives qui s'alignent. Alors, maintenant, nous avons les ressources humaines. Si, par exemple, vous pouvez me dire, donnez-moi un renfort. Comme nous avons envoyé un contingent en Centrafrique, un contingent militaire, moi, si vous me dites, envoyez-moi un contingent de 1000 personnes, je vous envoie immédiatement avec son commandement et l'état-major. Le gouvernement, c'est l'état-major général. Il y a des commandants régionaux jusqu'au commandant des unités, les coopératives. Alors, mais pour chercher des munitions, il faut des financements. Alors, pour avoir ces munitions, ces semences, ces intrants agricoles, nous avons déjà une banque nationale de développement économique qui s'occupe aussi du financement des projets agricoles. Mais aussi, nous avons trouvé que parmi cette population, il y a une population active. Ce sont les jeunes et les femmes. Alors, on a créé une banque d'investissement pour les jeunes et une banque d'investissement pour les femmes. On a mis en place un fonds d'accompagnement, de garantie et d'accompagnement pour des jeunes qui n'ont pas de caution à donner à ces banques. Non seulement cela, on a créé un programme de jeunes pour la création d'emplois de jeunes, un programme qu'on a financé à hauteur de 48 milliards. Et quand on a constaté qu'il y a des jeunes, les jeunes diplômés sont des jeunes officiers qui doivent commander les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Alors, il a fallu recycler cette jeunesse diplômée et on a construit un centre de perfectionnement, de recyclage de ces jeunes. Alors, tout cela contribue au financement alors, de ces projets. Mais effectivement, tout ce que nous le faisons à la limite de nos moyens. Mais je peux vous dire que les coopératives, sur chaque colline, on a financé une coopérative à hauteur de 10 millions pour pouvoir accéder à ces intrants agricoles. Et le gouvernement aussi fait la subvention de 70%. C'est-à-dire le gouvernement, dans l'achat des engrais, les agriculteurs payent 30% et le gouvernement paye 70%. Avec les 10 millions qu'on a donnés aux coopératives, avec toutes ces banques, nous voyons que maintenant, les plaintes ne sont pas sur le fait de ne pas accéder. Plutôt, est-ce que le produit est disponible? Avec la guerre en Ukraine, on a eu une carence. Et il y a eu pénurie des engrais. Et nous sommes dans ce combat pour nous approvisionner. Et là, nous faisons recours aussi à nos partenaires. Je remercie beaucoup la BAD qui a pris l'initiative de nous accompagner dans ce processus. Mais je peux vous dire que si vous hésitez, je peux vous dire qu'une fois que j'ai des partenaires fiables qui nous accompagnent, dans 5 ans, je peux vous donner rendez-vous. Vous verrez qu'au Burundi, jusqu'à aujourd'hui, si par exemple vous me posez la question, depuis quand vous avez mangé des aliments importés, je ne me souviens plus. Les paysans burundais ne se souviennent pas. Parce que même le pain, le blé dont on parle, on produit le blé, mais on fait la pâte de blé plutôt. Même les fonctionnaires sont habitués au petit déjeuner, ils mangent réellement.
pas à dire nous mangeons le pain, plutôt on mange avec consistance, parce qu'il y a à manger. Ce qui reste maintenant, c'est comment conserver. Parce que ces agriculteurs produisent. Aujourd'hui, par exemple, avant-hier, j'ai visité la production, on est en train de récolter la pomme de terre. Le prix de pomme de terre était arrivé à un demi-dollar par kilo. Mais maintenant, j'ai trouvé que ça va aller jusqu'à un cinquième de dollar par kilo. C'est-à-dire, si on compare au coût de production, les agriculteurs vont perdre. Alors, que faire? Nous devons les aider alors à la transformation et à la conservation. Donc maintenant, nous faisons face à cela, parce que même quand nous produisons beaucoup, nous n'avons pas acquis cette expérience de conservation, de transformation et de commercialisation. Donc, sur la base de l'expérience burundaise, je crois que c'est possible, le combat est facile à gagner si nous sommes ensemble. C'est pour cela que notre slogan, non seulement chaque bouche doit avoir à manger, chaque poche doit avoir de l'argent, il ne faut pas manger seulement, il faut avoir le surplus pour vendre. Mais aussi, il y a l'autre slogan, ensemble, tout est possible. Donc, pour vous, je peux vous dire, ensemble, nous pouvons combattre la faim et assurer les revenus de ces agriculteurs. D'ailleurs, les agriculteurs, maintenant, ne sont plus des pauvres. Avant, on disait que l'agriculteur, le paysan, est réputé pauvre. Mais maintenant, chez nous, l'agriculteur est devenu riche. Au moment où nous disions exode rural, maintenant les jeunes commencent à rejoindre le monde rural parce que c'est là où la vie coule. En ville, il n'y a plus de vie. Donc, merci beaucoup, merci. Je vous remercie, mais il y a l'espoir que nous pouvons gagner cette guerre ensemble. Merci. Thank you, President Indai Shimiye, for those comments and for describing the fight against hunger as a war, certainly in military terms, with troops represented by cooperatives and productive battalions with unit commanders, arms in the form of fertilizers and mechanization, and policies that support women and youth. Thank you so much, Your Excellency. Much food for thought there. We'd like to encourage Your Excellencies to keep to the time limit. You do have 3 minutes to provide your presentations. I know it's been a long way coming here, and time is of the essence, but would like to keep things going because you do have a few boardroom sessions which they're waiting to receive you in just a few moments. So thank you very much again for that excellent input there. I'd like to call on His Excellency Aziz Akhanouche, the head of government of the Kingdom of Morocco. And Morocco really has a significantly large and very, very profitable agro-processing sector driven by, again, a very robust special agro-processing zone program. So I'd just like to ask here, what can you share with us about what it takes to run a wealth-creating agricultural sector that may be of benefit to other countries that are actually on the cusp of setting up their own SAPZs? Over to you, Your Excellency. Merci. Je voudrais d'abord remercier le président Macky Sall et le président de l'ABAD pour avoir initié cet événement très important. Vous savez, il y a une politique publique importante, c'est celle de l'agriculture au Maroc, sous l'impulsion et le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Il y a eu 2 étapes importantes dans la vie de l'agriculture ces dernières années de l'histoire de l'agriculture marocaine. D'abord, le plan Maroc vert qui s'est terminé en 2020, pour lequel, en fait, on a contractualisé des accords avec les associations, avec les fédérations. Nous avons géré des programmes d'investissement et pour lequel il y a 13 milliards de dollars à peu près qui ont été investis pendant 10 ans avec un financement que nous avons pu obtenir chez les institutionnels autour de 4 milliards de dollars à peu près. Cela a permis de maintenir une croissance moyenne de 5,5% par année de l'agriculture pendant les 10 années, y compris en tenant compte des années difficiles de manque de pluie, et également
le plus important, c'est que l'investissement est au cœur de l'équation. Et pour nous, l'investissement, ce sont les semences, ce sont la mécanisation, les engrais, le foncier, la formation, la recherche. Ça, c'est le plus important si on veut avoir une productivité, si on veut augmenter la valeur ajoutée de nos produits. Deuxième étape importante aussi, c'est une fois que ce programme est terminé, il a été relancé par un autre programme qui est Génération Green, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, qui, en plus de continuer sur cette contractualisation avec les opérateurs pour le développement des filières, mais également nous avons travaillé sur l'élément humain et les ressources humaines, c'est-à-dire les agriculteurs, c'est-à-dire comment leur donner la protection sociale, parce que c'est un facteur important de la production, comment l'employabilité des jeunes avec 1 million d'hectares qui va être adressé aux jeunes pour les investissements, et comment améliorer les revenus des agriculteurs pour essayer de tirer la classe moyenne, 400 000 familles que nous voulons amener vers la classe moyenne grâce à la conversion, parce qu'il y a des fois les agriculteurs ils font des investissements sur des spéculations agricoles qui peut-être ne sont pas rentables ou ne savent pas faire, donc il faut les accompagner vers des spéculations à meilleure valeur ajoutée. Donc cela a donné la possibilité de créer des zones agropoles, on en a entendu parler ce matin, qui sont en fait des bassins de production dans des périmètres irrigués et qui, en aval, on essaie de faire des zones industrielles pour essayer de valoriser le produit agricole. On est aujourd'hui à 4 qui sont ouvertes, commercialisées à 60%, et nous avons 3 qui sont en cours de construction. Je vous remercie. Thank you very much, Your Excellency Akhanouche, again for emphasizing the agreements that you do have with agricultural federations and the significant amount of resources that the Kingdom of Morocco has put into agriculture over the last 10 years. But of value, again, also is the issue of social protection for the farmers in order to enhance productivity. Thank you very much, Your Excellency. I'm going to now call on Her Excellency Rose Christiane Osuka Raponda, Vice President of the Gabonese Republic, the first woman to hold this position. And as Vice President, she had previously served as the Prime Minister of Gabon, again, the first woman to hold that office in Gabon. So congratulations, Your Excellency. Now, for generations, agriculture has been carried on the backs of women, literally. So it's safe to say that without women, there is really no agriculture production in Africa. This being the case, what should be done to support women farmers and women-owned agricultural businesses and cooperatives to ensure that they gain a well-deserved portion of what truly is a multi-billion-dollar continent-wide enterprise? Your Excellency, over to you. Je vous remercie pour votre question. Je voudrais d'abord transmettre les salutations de Monsieur le Président de la République gabonaise, Son Excellence Ali Bongo Ndimba, à son homologue et frère Monsieur Macky Sall, ainsi qu'à ses autres homologues chefs d'État ici présents. Recevez également les salutations Monsieur le Président de la BAD, de Monsieur le Président de la République gabonaise, qui m'a demandé de représenter à ce sommet qui nous permet d'échanger sur les questions relatives à l'agriculture. Pour répondre plus spécifiquement à votre question, il faudrait la contextualiser dans une logique globale, parce que c'est vrai que la femme a toujours joué un rôle très important, notamment dans le domaine agricole. Ça, elle le fait toujours aujourd'hui. Mais vous savez que si je prends l'exemple de mon pays, le Gabon a une biodiversité exceptionnelle. Mais paradoxalement, pour ce qui est du secteur agricole, je vais vous dire
qu'il ne représente que 5% d'abord du produit intérieur brut. Nous importons près de 450 milliards de francs CFA de produits alimentaires. Vous voyez bien que le déficit est très grand. Et face à cela, le chef de l'État a mis en place une politique visant à valoriser justement le secteur agricole. Et la population justement qui est employée dans ce secteur n'est égale qu'à 20%. C'est pour vous dire que des réformes ont été engagées, des réformes qui tendent justement à développer le secteur agricole, qui est pris, comment dirais-je, d'assaut par et les femmes et les hommes, parce qu'il faut parler de la question de genre dans ce contexte-là, parce que les hommes et les femmes également sont dans ce secteur. Nous avons mis, grâce à l'appui justement de la Banque africaine de développement, nous avons créé des zones à forte productivité qui permettent de sécuriser des terres qui sont affectées et mises à disposition des exploitants agricoles, qu'ils soient des hommes ou des femmes, également à des agro-industriels et aux agriculteurs et aux coopératives également, qui sont également constituées de femmes et d'hommes. C'est pour vous dire que, mais face justement à cette situation qui permettra au Gabon justement de renverser la tendance en termes de participation et de contribution au produit intérieur brut et même également en termes de ressources financières, si à long terme nous puissions justement exporter des produits qui pourraient être produits non seulement, valorisés en les transformant sur place. Il fallait mettre en place justement et développer un système de mécanisation qui a permis de mettre en place plus d'une vingtaine de plateformes avec plusieurs services et dotés d'équipements qui permettraient justement de produire et en même temps de transformer les productions agricoles. Mais vous savez, le Gabon, dans ce domaine-là, est très particulier. Donc le Gabon a besoin de beaucoup d'investisseurs, beaucoup de partenaires qui viendraient justement développer ce secteur dans notre pays, accompagner les femmes, qu'elles soient dans des zones rurales, également des zones urbaines. Et dans ce cadre-là, nous avons mis des dispositifs de pouvoir justement améliorer le climat des affaires, c'est-à-dire en mettant en place des avantages fiscalo-douaniers qui permettraient justement à ces investisseurs-là de venir chez nous au Gabon et de nous accompagner dans le cadre du développement du secteur agricole. Mais pour avancer justement dans ce secteur et pour faire participer les femmes au développement du secteur agricole, il est important que ces femmes soient formées, que leurs capacités soient quadruplées et que le système d'entrepreneuriat, justement, pour leur apprendre des techniques agricoles, des techniques nouvelles, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, vous disiez bien dans le préambule de votre question, le début de votre question, que c'était des femmes, à l'époque, c'était des techniques rudimentaires. Aujourd'hui, nos pays aspirent à l'émergence, donc il faut utiliser des techniques modernes pour accompagner ces femmes-là, afin qu'elles puissent développer justement les terres qui leur sont dédiées, parce que nous avons également un programme d'affectation des terres pour sécuriser les terres cultivables et arables, justement, qui sont mis à disposition de ces catégories de compatriotes qui œuvrent dans ce secteur-là. Donc, il est important de former leurs capacités en matière agricole, leur donner des outils, de les appuyer également. Mais vous savez, c'est bien, on mettra tout ce dispositif, un environnement qui soit adéquat au développement du secteur agricole, dédié spécifiquement aux femmes ou de manière globale au genre, mais il faudrait les accompagner. Et les financements sont très importants. Et je tiens ici à féliciter et à remercier la Banque africaine de développement qui accompagne la majorité des pays africains dans le cadre justement du développement de ce secteur agricole et incite justement les pays à pouvoir avoir des intrants. Parce qu'aujourd'hui, avec l'impact de la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, fait en sorte que mon pays, le Gabon, qui est un pays qui importe beaucoup, et je tiens à le préciser, qui importe beaucoup, nous avions l'obligation de pouvoir renverser la tendance, pour laquelle nous mettons un dispositif qui soit adéquat, un dispositif qui soit attractif afin que les partenaires viennent au Gabon. Donc je lance un appel ici vibrant à tous les partenaires qui œuvrent dans le secteur alimentaire de pouvoir venir au Gabon. Et dans ce secteur alimentaire également, le fait que nous importions près de 450 milliards de francs CFA de produits alimentaires, nous avons mis en place une loi d'orientation qui fait en sorte que pour accéder au marché national, 50% justement des produits locaux doivent être pris en compte par les entreprises qui œuvrent dans le secteur alimentaire. Tout ceci pour faire en sorte que la contribution à long terme justement du secteur agricole dans le produit intérieur brut puisse passer de 5% à 20% et que la tendance justement des importations qui est près de 450 milliards de francs CFA, et bien qu'on puisse diviser ce montant d'importation à près de 50%. Et c'est là l'objectif qui est fixé par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Je vous remercie. Thank you very much, Vice President Raponda.
Certainly a whole lot going on in Gabon, and congratulations on all of the reforms, your high productivity zones, the tax incentives for investors, training and land grants for youth and women, and with regards to the 20 platforms that will provide mechanization to many of your women and youth farmers. We're going to go next to His Excellency Bien Rifi Thamidi, Prime Minister of the Union of Comoros, for input. And I'd like to talk about food inflation, because that is a major problem, not just on the continent of Africa, but also globally. It's a leading cause of poverty for us in Africa. What can be done to reverse this trend, Your Excellency? Excellence, Monsieur le Président, honorables panélistes, je crois que le temps me permettra. Je voudrais joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour rendre hommage effectivement au président Macky Sall et au directeur de la banque, les organisateurs également, et puis le peuple du Sénégal pour l'accueil que nous bénéficions. Alors, à la question qui nous a été posée, je n'oserais pas dire que la solution est unique et simple. Donc, puisque l'inflation, effectivement, est liée à plusieurs facteurs. C'est la raison pour laquelle nous, le gouvernement comorien, actionnons plusieurs leviers pour pouvoir juguler effectivement l'inflation des produits vivriers de première nécessité, y compris les produits de rente également. Alors, donc, nous estimons que la spéculation serait peut-être liée effectivement à une rupture de stock, serait liée également à la spéculation. Pour cela, nous avons mis en place une politique de crédit aux entreprises privées qui travaillent dans ce secteur d'ailleurs. Alors, donc, nous accordons des crédits bancaires publics, même privés, en accordant effectivement une garantie étatique pour que effectivement ce crédit ne soit pas cher et qu'il soit effectivement accordé avec beaucoup plus de viabilité et même avec beaucoup plus de stabilité. Alors, nous estimons que il fallait absolument travailler sans relâche dans ce domaine, et c'est ce que nous faisons pour pouvoir effectivement augmenter la production agricole vivrière, des produits de première nécessité d'abord, et les produits de rente qui ont une forte valeur économique pour pouvoir effectivement aider le paysan à pouvoir effectivement augmenter leurs revenus. Alors, mais là encore, nous avons estimé qu'il est très, très important de mettre en place une politique PPP, donc partenariat privé-public, pour pouvoir effectivement intéresser tout le monde et surtout ceux qui ont la crédibilité d'être auprès des banques et leur accorder en fait des crédits. Alors, donc nous estimons qu'il fallait aussi regarder sur la productivité. Et là, je crois que les techniciens qui sont ici comprennent le fond de ces termes et aussi leur portée sur la nutritionnalité, effectivement, des produits de première nécessité par rapport à la santé publique et par rapport à la croissance des enfants. Alors, mais nous ne sommes pas restés là, puisque avec un partenariat avec les partenaires au développement, nous avons mis en place un concours d'affaires pour intéresser les jeunes à se mettre dans cette politique de développement du secteur rural, et je crois que ça marche. Et d'ailleurs, par exemple, cette année, le dernier trimestre, nous avons pu mobiliser plus de 30 millions d'euros dans ce secteur, et là, nous sommes en train de réfléchir pour un deuxième coup. Je pense que j'ai tout dit. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much, Your Excellency. Wonderful plans there.
focus on PPPs, as well as business plans that invite the youth to develop policies for rural development. Congratulations, Your Excellency. We will take our last presentation from Her Excellency Festum Assefa, the Ministry of Planning of Ethiopia. As the saying goes, the future just doesn't happen, it is created. Ethiopia has had quite a major breakthrough in wheat production over particularly the last 4 years, where it's gone from import dependence to self-sufficiency. What lessons and takeaways can we have here from Ethiopia's experience? Thank you so much. Good evening, all. Please allow me to convey greetings and regards from my Prime Minister Abiy Ahmed Ali to Excellency President Macky Sall and President Adesina. And I want to congratulate you both for hosting such an important event on the thing that really matters to African people. So, yes, we have set the vision of food sovereignty. Of course, food sovereignty is bigger than food security because it goes to each and every household. We can really translate that concept of food sovereignty to each household. So we really bought into this idea of food sovereignty. Of course, Ethiopia has invested in agriculture for long, but since 4 years ago, we have seen huge transformation, as you mentioned. But the sector had lots of challenges, and we had to struggle with those structural challenges, low productivity and competitiveness, which could be explained by the low level of technology adoption, low finance, inputs, incentive misalignments, and climate change, of course, and other factors which really fall under this. But recognizing this challenge and putting the vision of food sovereignty and nutritional security, the Ethiopian government launched several initiatives, including the famous, national wheat program, the heat resistant, as well as the dry season irrigated wheat. So as you heard from President Macky Sall earlier, so the last year's performance was tremendous, and it really showed us what we can achieve, really, Africans, if we can focus on solving the structural challenges and the bottlenecks, the binding constraints that really hold us back from achieving our target. So the National Wheat Program, the Green Legacy itself, because climate change is not just a fancy word for us, for all Africans. It's a real thing, it's happening. It's really affecting us. The impact is, visible, and it's coming very frequently than ever. So for, addressing the climate change, we have launched the Green Legacy Initiative, led by our Prime Minister. And of course, we shouldn't keep on selling our agricultural products raw. We should be able to process them and create jobs for our youth. More than 70% of our population is below 30 years of age. We need lots of jobs. So we should really stop sending our products, our produces raw, and we have established 4 big integrated agro-processing industries, which are really instrumental in creating the backward and forward linkages and organize farmers in, farmer centers, transformation centers, as a collection center for the produces of the farmers, and so that they can really earn better and change their livelihoods. And of course, recently we have launched Yalema Turufat, which really speaks to nutritional security. It's about poultry, it's about dairy and beekeeping and related, aspects of agriculture, which brings more protein to the tables of our, farmers and our citizens. So
specific policy interventions were there regarding finance. I've said agriculture has never been adequately financed in Ethiopia as well as elsewhere, but our budget for agriculture has more than doubled the last 4 years. Again, we have financial inclusion strategy, and we have passed a directive to really finance our farmers using their movable assets, their sheep, goats, their cattle, you know, and the crop on their farm. So this was an important milestone for us to solve the issue of finance. Lease financing for agricultural mechanization was also an important milestone, which is really changing thousands of lives. We have a special purpose grant for regions which directly goes to financing small irrigation schemes. It is changing lots of farmers' life. Mechanization, more than 600 mechanization items, from tractors to, you know, machineries that really help in dairy farmings have been relieved of duty. So we are importing them duty-free. So that was an important policy intervention. The other is land management. We always say, you know, African land is fragmented, but as my Prime Minister always says, land is fragmented in our minds, in our heads. When you go to the field, land is not fragmented. So for us, you know, what we have witnessed in, you know, the wheat fields is we see thousands of farmers coming together voluntarily in land clustering program to, you know, to crop similar crops. Like for the wheat, for instance, we were able to achieve so much because of the new intervention on land clustering. So the land clustering really helped us to have technology, better technology, mechanization, input, other technological inputs, and you know those inputs were able to produce better because of, you know, the land clustering. When again contract farming laws are passed, land certification, but in land certification we made sure both, you know, the women and the men, you know, have the right to use that land. So in every certificate, in each household, you have, you know, the mother and the father or the partners having the right, equal right to own that land. So that was really an important thing. Fertilizer and seed subsidy, you know, for smallholder farmers was an important point. Logistic, you know, with African Development Bank support, we have achieved tremendous in really building roads, road infrastructures. Of course, the agro-processing industry parks, the African Development Bank has, you know, huge stake in that as well. So we are really thankful for that, but huge infrastructure development has also been made. But, you know, without the private sector, we cannot do, you know, that much. We can only do so much. So for us, the 20 million plus smallholders are private sector. But in addition to that, we really want to commercialize our agriculture. So we have lots of incentive packages regarding land lease, one-stop shop facility, investment guarantees, and several other investment packages. Let me stop by just mentioning some of the important achievements that we have made. Let me give you some numbers. The 25 million quintals of wheat through only dry season irrigation. This is, you know, this is not the regular rainy season plantation, only, you know, using the land which used to stay idle, waiting for the rain to come. So through irrigation investment, we were able to produce 25 million quintals of
quit just last year. As we speak now, you know, Dr. Adesina, you should be more proud today with this number. As we speak now, 1 million hectares of land are covered with dry season irrigation, and we will be harvesting it after 90 days. So this is really a tremendous achievement, and we are set to export, you know, wheat very soon. We were able to plant 25 billion trees. Out of that, 500 million are fruit-bearing trees. So Green Legacy was not only about planting trees, it was also about food security. So we were able to achieve food security through our Green Legacy, of course, an adaptation and mitigation strategy to the climate change challenge. So finally, the export from agriculture. Only in the last 4 years, we were able to add $1 billion to our, you know, commodity export only from agriculture sector, and this is huge achievement. Thank you so much. Your Excellency Festum Assefa, thank you, one, for your passion, which is quite obvious, your passion for agriculture, your passion for farmers, as well as making the distinction between food sovereignty as opposed to food security. At this note, as they say, all good things do have to come to an end. Our high-level presidential panel is going to come to a close right now. I've just received a signal that we do need to wrap up this session, but I have a few announcements to make before our excellencies exit the stage. And that is that immediately following the presidential panel, we will have His Excellency Hailemariam Desalegn, the chair of the board of Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA, speaking to us. Tione Niang, who is a farmer, a social entrepreneur, and the founder of Juf Zone Farms, a young man making a significant difference here in Senegal. He returned to Senegal in 2014, and he hasn't looked back ever since. He's having a huge impact on this country in the agricultural space. He will be followed by Her Excellency Nados Bekele Thomas, the CEO of the New Partnership for Africa's Development, NEPAD. On that note, I would want to thank once again our excellencies for taking the time, for being with us today, for absolutely superb presentations and responses during this Q&A session. Ladies and gentlemen, could you kindly give them a warm round of applause? Again, we thank you, Your Excellencies, for placing the feeding of Africa at the top of your development agendas moving forward, and we thank you for your visionary leadership. Ladies and gentlemen, one more time, please give it up for their excellencies as they exit the stage.